Merci mille fois. Alors, on a 3 intervenants, une en duplex. La première, Françoise Benamou, je suis ravie que vous soyez là. Bonjour, vous êtes économiste de la culture, grande spécialiste du sujet. Vous êtes également présidente du Cercle des économistes et professeur à la Sorbonne. Pierre, directeur artistique du festival Pablo Casals pour ceux qui nous rejoignent. Et puis, nous avons la chance d'avoir en duplex, nous l'aurons tout à l'heure, Caroline Guillaumin, que je vois là. Bonjour Caroline. Caroline Guillaumin, vous êtes directrice des ressources humaines et de la communication du groupe Société Générale, le mécène depuis bientôt plus de 30 ans. On en reparlera avec vous dans quelques instants. François, j'aimerais démarrer avec vous parce que voilà bien longtemps que vous parlez de ces sujets et que vous le défendez. La culture a souvent fait partie des politiques des États. La crise l'a vraiment malmenée. Voilà. Bah oui, bien entendu, la malmenée à divers titres. Je dirais d'abord le plus important, c'est peut-être le titre symbolique. Tout à l'heure, j'ai entendu le mot essentiel. Je vais pas revenir sur ce débat, mais ça a été un débat un peu triste et qui a perturbé probablement tous les acteurs culturels, tous les artistes, etc., qui se demandaient où ils devaient se situer dans notre société. Donc je crois, bon, disons que c'est un débat derrière nous, mais c'est quand même une vraie question que de parler de culture de manière à la mettre plutôt sur le devant de la scène que derrière. Ça, c'est une première chose. Bon, puis la culture a souffert au plan économique. Elle a été très aidée. Elle a été très aidée. Dans tous les secteurs culturels ont été très soutenus par l'État, d'abord, par les collectivités locales, toutes. Et je crois que ça, c'est spécifique à notre pays. Mais il n'empêche, c'est vrai que c'est un secteur qui dépend beaucoup de l'événementiel. Les événements se sont arrêtés. Il est souvent mondialisé. On invite des artistes du monde entier. Il a fallu tout repenser. Quand des programmations se sont arrêtées, eh bien, et qu'il a fallu les reprogrammer, il y a une espèce de file d'attente et certaines créations, certaines représentations n'auront jamais lieu. Donc ça, c'est très dur pour tous ceux qui ont travaillé quelquefois 1 an, 2 ans sur une pièce de théâtre, sur une représentation quelconque, voilà. Donc il y a eu tout cela qui fait que la culture sort secouée, et je dirais qu'on n'en a pas fini en plus. C'est-à-dire qu'on vit encore dans une grande incertitude. Alors quand on est un acteur de la vie culturelle, on a l'habitude de l'incertitude, mais elle n'est pas de la nature de celle qu'on connaît aujourd'hui, qui est l'incertitude sanitaire, et qui pèse beaucoup sur l'activité, je dirais, quotidienne d'un lieu. Si quelqu'un est atteint, c'est tout un travail qui doit s'arrêter, de toute une équipe. Donc voilà, on est une équipe pour des représentations, on est aussi une équipe quelquefois pour les arrêter. Donc voilà, tout ça a été très dur, mais je dirais que disons l'État et les collectivités locales ont été là. Elles ont été là et puis voilà, c'est le moment de rappeler parce que c'est en période de crise qu'on s'aperçoit de la richesse de quelque chose. Et la richesse de quelque chose dans le secteur culturel, eh bien, c'est qu'un événement tel que le festival Pablo Casals irrigue l'économie d'un territoire. Ça irrigue l'hôtellerie, j'en parlais tout à l'heure, la restauration, le petit commerce, les producteurs locaux. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que quand ça n'a pas existé pendant 1 an, ben, la crise, elle est vraiment profonde. Et c'est peut-être le moment de rappeler justement que beaucoup de villes se sont sorties d'un marasme économique grâce à la culture. Je pense à Lille, je pense à Bilbao, capitale européenne de la culture, qui font revivre tout un patrimoine et toute une identité culturelle et économique. Et il vient d'être créé il n'y a pas longtemps, je sais que vous faites partie du jury, les capitales françaises de la culture. Alors, cette décision, elle a été prise il n'y a pas très longtemps, ça a du sens tout ça. Françoise. C'était une très belle idée qui a été portée par Bernard Fèvre-Darcier. L'idée, c'était la suivante, c'était tout simplement qu'on avait une logique de capitale européenne de la culture, mais que peut-être il fallait regarder les villes moyennes. Et cette idée était importée à la fois d'Italie, du Royaume-Uni, où elle a déjà été appliquée. Et l'idée, c'était vraiment de donner une toute petite aide, c'est 1 million d'euros, mais surtout d'essayer de promouvoir des villes moyennes qui ont une vraie politique culturelle et je dirais de long terme, un vrai projet culturel et à la fois original, très lié non seulement au territoire proprement dit où ça se déroule, mais au-delà.
c'est cette idée de revitalisation que vous évoquiez tout à l'heure. Et on a choisi au terme de plusieurs séances qui étaient assez déchirantes parce qu'on a eu des dossiers magnifiques qui sont arrivés de toute la France. On a choisi Villeurbanne qui avait un projet très original, très axé sur les jeunes, sur l'histoire aussi de Villeurbanne qui est tout à fait particulière avec le TNP. Voilà, mais je peux dire que vraiment c'était assez émouvant de voir que ces projets étaient portés véritablement par les habitants, par tous les acteurs, toute l'administration culturelle, par les politiques, enfin vraiment tout le monde, et les entreprises aussi, tout le monde s'y mettait, et on a eu un très beau projet. C'est ça qui est formidable avec la culture, c'est que c'est un lien social, c'est le lien du vivre ensemble. Tout le monde se bat pour que ces événements existent. Vous avez parlé de la jeunesse. La jeunesse, c'est important parce que c'est à nous de transmettre, c'est à nous de l'aider à se construire. Je sais, Pierre, on en reparlera tout à l'heure. Et vous faites partie du conseil scientifique de Demos, un programme justement d'éducation par la musique, ce qui me fait avoir le lien avec Caroline Guillaumin, parce que Caroline Guillaumin, forcément, Demos, vous connaissez à la Société Générale, vous les aidez beaucoup. Vous êtes mécène de la culture, grand mécène de la culture depuis plus de 30 ans au groupe Société Générale, avec une histoire tout à fait particulière pour la musique classique. C'est pas évident d'être mécène de la musique classique et j'aimerais que vous nous en touchiez quelques mots parce que vous avez un programme assez fabuleux et surtout, vous n'avez pas abandonné les artistes l'année dernière, bien au contraire, vous avez été présent avec eux et vous avez même créé un festival dont vous allez nous parler. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Je m'excuse, je suis désolée de ne pas être avec vous. Ça aurait été un véritable bonheur d'être à Prades avec vous. Effectivement, la Société Générale, c'est 30 ans aux côtés de la musique classique. Et c'est vrai que c'est un mécénat qui a énormément évolué au fil des années. Et en particulier, il a évolué vers, je dirais, alors évidemment, on a gardé cette notion d'excellence, d'accompagnement des ensembles, d'accompagnement des artistes, mais avec une volonté peut-être d'accélérer tout ce qui était autour de l'éducation, et c'est le lien évidemment, et c'est tout ce qu'on fait avec des associations comme Demos évidemment, comme Orchestre à l'école, comme la maîtrise populaire de l'opéra comique. C'est vraiment un vrai bonheur d'arriver à les accompagner, à accompagner ces jeunes dans évidemment leur parcours demain, parce que l'éducation qu'on fait autour de la musique quand ils sont jeunes, c'est ce qui va leur permettre de s'intégrer dans le monde de l'entreprise demain, et ça j'en suis totalement persuadée, et je pense que c'est vraiment le lien qu'on fait. Et c'est vrai que peut-être que cette évolution que nous avons eue au fil des années sur notre mécénat, c'est ce qui nous a convaincus d'être très présents pendant la crise Covid. On a la chance d'accompagner beaucoup d'ensembles. Vous parliez, Madame Benamou, du fait que les artistes et que globalement la culture a été très aidée. C'est vrai en France en particulier. Je pense que ça, on peut en être très fiers. Il y a quand même des pans qui ont été moins aidés, et en particulier, je pense à tous les orchestres indépendants, à toutes les formations indépendantes. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on a décidé d'abord de prendre des nouvelles de nos partenaires. Et ça, c'était quelque chose d'important pour nous en plein confinement. Et puis, on a fait trois choses dont on est très fiers, et je suis très fière. La première, c'était de faire en sorte qu'aucun des partenaires que nous avions, alors qu'ils étaient en fin de soutien, ne se retrouve sans mécène. Et donc, on a prolongé d'1 an l'ensemble de nos soutiens. Et puis la deuxième chose, c'était évidemment d'aller chercher tous ces orchestres ou ces formations indépendantes, et grâce à la FEVIS, avec qui on a travaillé au plus près, on est allé soutenir 62 ensemble pendant cette crise. Puis la troisième chose, c'est le lien aussi avec ce que vous disiez, c'est les jeunes. La culture sans les jeunes, elle n'existera plus. Et donc, on s'est rapproché des conservatoires et on a découvert la souffrance et le désespoir de beaucoup de ces gamins qui, parce qu'il n'y avait plus les petits boulots qui leur permettaient de vivre en même temps qu'ils faisaient leurs études, se retrouvaient sans rien. Et donc, on a travaillé avec les 2 conservatoires et on les a aidés effectivement avec des bourses qui leur a permis évidemment de continuer à travailler et à faire le travail qu'ils font au quotidien.
Oui, pardon. Et la culture pour tous également, parce que il y a quelque chose de formidable que vous avez fait cet été, c'est qu'on ne pouvait plus entendre de musique. C'était terrifiant pour beaucoup de spectateurs. Et j'aimerais que vous nous parliez d'un été en France, parce qu'un été en France, c'est de la musique gratuite sur tous les territoires, sur toute la France. Et ça, je trouve que c'est une opération assez extraordinaire que vous avez lancée en plein confinement l'année dernière. Alors, c'est Gauthier Capuçon qui a lancé et qui a imaginé ce festival itinérant l'année dernière, face évidemment au vide culturel auquel on était confrontés. Donc, il l'a complètement imaginé. Il a fait toute la première édition. Et nous avons eu l'occasion de nous rencontrer et on a découvert à quel point on avait un vrai match de valeurs, en particulier sur tout ce qui était diffusion au plus grand nombre de la musique classique. Je pense que parmi l'évolution qu'on a eue sur le mécénat, c'était d'arrêter d'en faire un espèce de monde, et en particulier de la musique classique, d'un monde de microcosme, et de l'ouvrir au plus grand. La musique sans le partage et sans effectivement des gens qui viennent écouter, quel que soit leur niveau scolaire, quel que soit le fait qu'ils soient mélomanes ou pas, c'est ça, pour moi, l'émotion qu'on arrive à percevoir. Et donc, sur la deuxième édition, on a accompagné Gauthier Capuçon et on a rajouté une dimension qui nous tenait à cœur tous les deux, qui était la dimension des jeunes. Et donc, on a fait un appel aux jeunes pour qu'ils puissent faire une première partie de l'ensemble des concerts qu'on fait à travers la France. Et c'était quelque part, moi je me souviens de ce qu'étaient ces festivals itinérants il y a des années où les stars françaises de pop, de rock, de variété française faisaient effectivement ces tours de France avec en première partie des jeunes qui n'étaient pas connus et ils se servaient de leur notoriété pour les faire connaître. Et c'est exactement ce qu'est ce festival itinérant et c'est un bonheur à voir, à la fois tous ces jeunes qui ont 45 minutes de première partie, ils ont choisi leurs œuvres, ils ont choisi ce qu'ils ont envie de jouer et ils le font devant un public qui est admiratif. Et puis, effectivement, on parlait de territoire, on va dans des villages, on était dans un petit village qui a 149 habitants, il y avait 700 personnes dans le concert, c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. Je crois qu'on est vraiment au cœur pour moi de ce que doit être demain la culture, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui est accessible au plus grand nombre et qui aide à propulser les jeunes. C'est ça le mécénat aussi, c'est-à-dire que c'est la démocratisation culturelle, c'est la culture pour tous. Je fais le lien justement avec Pierre Bleuze, parce que nous parlions de Gauthier Capuçon. Gauthier Capuçon, il fait partie de votre programmation, Pierre. Et puis vous êtes extrêmement engagé dans cette notion de transmission auprès des jeunes, d'éducation par la musique, puisque dans cette édition, la première pour vous, eh bien, vous avez un programme lui aussi particulier. Oui, tout à fait. Je crois que on parlait de Gauthier Capuçon que j'ai la chance de connaître depuis de nombreuses années et que j'aime beaucoup. Et je partage avec lui énormément d'aspiration aussi pour ces idées de transmission. Ça fait des années que aussi je me bats. On parle souvent, on m'a même dit il y a déjà 15 ans, vous êtes un peu jeune pour vous intéresser aux plus jeunes. Mais je trouve que c'est tout à fait essentiel, dès qu'on a la chance de vivre d'une passion telle qu'un art, tout simplement tel que la musique, de pouvoir immédiatement avoir cette notion de transmission, en fait. Comme Caroline le disait aussi tout à l'heure, sans les jeunes, il n'y a plus de culture, il n'y a plus de musique. Sans la transmission, sans l'enseignement déjà des conservatoires, bien entendu, tous les enseignants, tous les acteurs de cette formation, mais ce n'est pas suffisant et il faut les accompagner différemment. Et peut-être qu'après cette crise terrible que nous avons tous vécue, on a tous été confrontés un peu à ce chaos, à ce silence qui était très très long et du coup qui nous a obligés aussi à réfléchir à ce que pouvait être notre monde demain. Et notamment la transmission, c'est vrai que il se trouve que moi j'ai la chance et l'honneur de reprendre la direction artistique de ce grand festival Pablo Casals. Il y avait une académie, il y avait un stage, comme il y a des stages partout en France et dans le monde entier, qui sont parfois des endroits extraordinaires de transmission, mais qui concrètement, puisqu'on parle aussi d'économie, coûtent une certaine somme, coûte à peu près 1 000 € par élève qui veulent venir. Donc déjà, il y a une première sélection là, qui va être établie. Et moi, j'ai bien connu, en tant que violoniste, tous ces stages. J'ai participé à des stages. Et il y a tout
j'allais dire, une organisation aussi autour de ces stages. Et je me suis dit, il est temps de réfléchir comment vraiment aider les jeunes. Alors, ici, dans le cadre de ce festival, nous avons imaginé ce projet d'insertion professionnelle et un projet européen. L'idée, c'était de s'associer à des grandes écoles européennes. Nous avons cette année le CNSM de Paris, l'ESMUC à Barcelone, 3 grandes écoles en Suisse, Genève, Lausanne et Rolle. Et c'était de leur dire, écoutez, je veux à Prades avoir un grand projet d'insertion professionnelle et on ne peut pas le faire sans vous. Donc on a besoin de votre aide. Je leur ai demandé une aide financière aussi à chacun de ces établissements qui a accepté de participer pour nous aider dans les voyages et dans l'hébergement de ces jeunes. Et nous avons pu, comme ça, nous payons ces jeunes. Ils auront un salaire de 1 500 € pour les 15 jours ici dans le festival. Et concrètement, voilà, c'est quelque chose qui renverse un peu la machine. C'est-à-dire que cette fois-ci, ils sont au cœur du projet. Ce n'est plus des étudiants, c'est des jeunes artistes qui sont mis en valeur de façon très naturelle, comme Gauthier le fait effectivement dans l'été en France, en s'associant et en ayant cette générosité de jouer avec les plus jeunes. C'était exactement le même principe, c'est-à-dire que des grands professionnels vont partager la scène avec eux tout au long du festival, avec la création de cet orchestre. Ils sont intégrés au sein de l'orchestre, mélangés à des grands professionnels. Et puis, ils ont des concerts de musique de chambre mélangés aussi avec des aînés. Et ce n'est pas de professeurs-élèves, c'est des collègues, de jeunes collègues, voilà, avec leurs aînés. Et ça crée une atmosphère, je crois, tout à fait particulière. Et on peut pas imaginer, je ne pouvais pas imaginer reprendre la tête d'un grand festival sans immédiatement construire un projet fort autour de cette jeunesse. C'est plus que jamais aujourd'hui. J'ai des témoignages comme nous tous de jeunes qui n'arrivent plus à payer leur loyer, qui avaient du mal à manger après cette crise. Donc voilà, un stage parmi d'autres ou alors un vrai projet. C'est une question intéressante dans l'économie et c'est notre sujet aujourd'hui. Nous avons eu un énorme travail à faire, d'aller convaincre de nouveaux partenaires parce que bien sûr, ça rapportait de l'argent ce stage dans le festival. Donc c'était à peu près 100 000 € dans un budget pour être clair, pour être concret. Et il faut ensuite, maintenant, quand on veut renverser la machine et non pas les faire payer, mais les payer comme des artistes, voilà, tout un travail de démarche auprès des entreprises justement pour nous soutenir et nous accompagner. Et c'est ça que je trouve magnifique. Voilà. Et ça, c'est un travail colossal. Là, on est vraiment dans la démocratisation culturelle, dans la culture pour tous, Françoise. C'est pas nouveau tout ça. Hein. C'est un peu la base, l'ADN d'un mécénat, vous pensez, ou quand les entreprises mécènent, elles le font en réalité dans quel objectif ? Tout simplement, ça dépend des entreprises et ça dépend des modalités de mécénat. Il y a de tout dans le mécénat. Hein. Ça s'est énormément développé. Vous avez des entreprises, quand ce sont des entreprises mécènes, qui créent des lieux, qui peuvent être des lieux muséographiques et où il y a aussi du spectacle vivant, etc. Vous pouvez avoir aussi des lieux d'une toute autre nature. Vous avez des mécénats qui vont alors beaucoup plus sur le côté éducatif, etc. Je crois que c'est la richesse du mécénat que d'être pluriel, de s'adresser à toutes sortes de projets, soit en complémentarité d'un effort qui est un effort public, soit même de manière tout à fait indépendante. Mais je crois que c'est vraiment... aujourd'hui, le mécénat s'est installé dans la société française et donc il en épouse toute la richesse et la complexité. Mais je voudrais rebondir sur ce qui a été dit, moi, sur la relation entre culture et économie. Et même entre culture et société en général. Je crois que ce qui est très important aussi de comprendre aujourd'hui, on l'a vu avec la crise, c'est à quel point la culture, elle a partie liée avec tous les pans de l'économie. Alors avec un en particulier, bien entendu, c'est l'industrie touristique. Je vous rappelle, l'industrie touristique, c'est... Enfin, en temps normal, parce que là, c'est un peu plongé, c'est 7,3% du PIB. Donc voilà, et sans la culture, sans le patrimoine, sans tous les festivals qui sont créés, ce serait beaucoup moins. La culture, elle a partie liée aussi avec l'industrie du luxe, qui est vraiment le domaine d'excellence de notre pays. Or, si on a cette industrie du luxe, je suis persuadée, et je pense que c'est évident, on peut le démontrer aisément, que c'est aussi parce que nous avons... ce rapport très très fort à la culture, cette histoire dans laquelle l'industrie du luxe s'est insérée en quelque sorte et qu'elle a développé.
et pas seulement dans des actions de mécénat, mais par exemple le rayonnement de la France, la marque France, elle existe grâce à la culture. Donc vous voyez, il y a tous ces aspects-là. Et sur l'éducation aussi, je crois que ce qui est très important, c'est ce que vous avez dit, c'est-à-dire d'aider les jeunes artistes et aussi de voir que la culture, c'est un des éléments. C'est pour ça que j'ai travaillé avec Demos, qui aident souvent des enfants défavorisés, à apprendre pas seulement la musique, et pas toujours la musique d'ailleurs, mais aussi la coordination, le respect de l'autre, le travail ensemble, un projet commun, etc., qui n'ont pas nécessairement, puisque les concerts Demos s'adressent à le projet Demos tout entier, s'adresse à des enfants des quartiers défavorisés, dans toute la France et pas seulement en région parisienne. Et donc voilà, la culture... quand on parle des retombées de la culture, il y a les retombées auxquelles on pense spontanément, mais il y a toute cette galaxie, et je pourrais continuer longtemps, il y a beaucoup de choses comme ça qui se jouent. Ça, je sais, vous êtes intarissable sur le sujet. Mais j'aimerais revenir à Caroline Guillaumin parce qu'on parlait du projet Demos. Quand on a préparé cette émission, Caroline, on a beaucoup parlé de la jeunesse, beaucoup de la transmission, beaucoup de l'éducation par la culture. Et je sais que vous, personnellement, vous êtes très engagée sur ce territoire-là, même en interne, dans l'entreprise, on en a parlé. Eh bien, des talents se sont révélés. Le vivre ensemble, c'est pas juste deux mots qu'on met l'un à côté de l'autre. C'est réel. Caroline. Oui, et puis évidemment, je vais rebondir sur ce que disait Françoise. Je pense que ce qui est fondamental, et c'est vrai que moi je le vois encore plus dans mon rôle de RH, c'est l'accompagnement qu'on arrive à faire à travers ces projets, Demos, encore une fois, et toutes ces associations formidables qui travaillent dans le plus jeune âge, sur le savoir-être, en fait, et vraiment sur cette notion de collectif et de capacité à s'écouter, à travailler ensemble. Et quand on avait travaillé avec Demos il y a 2 ans sur un projet particulier, on avait fait un système de mentoring, en fait, où certains de nos salariés, en fait, avaient travaillé également avec ces enjeux incroyables de fédération à l'interne. Et c'est vrai qu'on a lancé il y a maintenant pratiquement 8 ans un projet qui s'appelle Playing for Philharmonie, qu'on a fait d'ailleurs avec Demos il y a quelques années, qui est cette réunion finalement d'amateurs et de professionnels autour de François-Xavier Roth et des siècles. Et donc, il nous accompagne depuis 8 ans. On a effectivement des chœurs, mais on a surtout quasiment aujourd'hui les 3/4 de l'orchestre qui est un orchestre d'amateurs, avec des gens qui soit ont fait de la musique il y a quelques années et ont arrêté, soit n'en ont jamais fait, ou soit ont commencé un peu tardivement. Et ce qu'on voit, c'est la force de ce collectif et la force finalement d'abord. Et je dis souvent que ce qu'on essaye de faire, nous, dans notre mécénat, c'est de décloisonner et d'arrêter, encore une fois, de se dire qu'il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des choses qui sont bien. Il y a de la bonne musique et il y a de la mauvaise musique. Et il y a la savante et puis il y a les autres. Je pense que ce qui est important pour nous, c'est toute l'émotion qu'on arrive à faire. Et avec François-Xavier, on a décloisonné 2 mondes. Chef d'orchestre. Chef d'orchestre, voilà. Évidemment, extraordinaire. On a décloisonné ces 2 mondes, le monde de l'entreprise, le monde des banquiers et le monde des artistes. Et en fait, on en arrive aujourd'hui à avoir des artistes, des musiciens qui viennent nous voir, qui nous disent qu'on ne savait pas que des gens, des banquiers, pouvaient être aussi sympathiques. C'en est là, parce que finalement, on a tous une espèce de vision de l'autre. Et quand vous travaillez pendant des heures, des mois, des semaines, et qu'à la fin, vous êtes sur la scène de la Philharmonie et que vous jouez ensemble, il n'y a plus de banquiers, il n'y a plus de musiciens, il y a juste des gens qui finalement ont pris un plaisir intense ensemble pour donner quelque chose. Alors ça, c'est extrêmement intéressant ce que vous dites, Caroline Guillaumin, parce que vous parlez de l'image qu'on peut avoir de certains secteurs. Et là, on peut dire que le secteur banquier et puis la musique classique, eh bien, souvent souffrent d'une image un petit peu austère. Et ça, on en a aussi beaucoup parlé, Pierre. Et on défriche un petit peu tout ça. Les nouvelles générations, en ce moment, l'image un peu des 2 secteurs est en train de changer et on décloisonne. J'aime beaucoup le mot que vous avez utilisé, Caroline, parce qu'on décloisonne les secteurs, on les fait se rencontrer et c'est
toute ta philosophie, toi. Tout à fait, et je crois que moi ça me passionne d'entendre ça, parce qu'en travaillant bien sûr sur le festival, moi je suis né dans la marmite, voilà, donc je suis musicien, c'est effectivement un monde comme ça qui m'est tout à fait familier et naturel, et toujours j'ai cette joie de la partager avec tous et de partager cet amour pour la musique. Et en France notamment, c'est vrai que quand on a la chance de voyager dans différents pays, on voit bien entendu des cultures où il y a une pratique amateur extrêmement développée, où les gens se réunissent pour jouer. Ce n'est pas trop le cas en France, il y a peu d'espace pour ça. Et finalement, on oppose la pratique amateur et on la regarde parfois presque avec un peu, c'est pas dit comme ça, mais presque un peu avec un peu de mépris, ce qui est tout à fait incroyable. Et c'est un sujet qu'on a abordé ici au festival, de ramener la musique amateur au centre d'un grand festival également. En fait, toutes les musiques, ce n'est pas à opposer, mais au contraire, je pense qu'on a à partager ensemble. On parlait de la jeunesse. Après, c'est intéressant aussi de parler des styles de musique, parce que c'est vrai que nous, quand on est plongé dans ce monde-là, on nous apprend le grand répertoire classique depuis qu'il nous est complètement familier. Et puis, parfois, on est étonné de voir que pour certaines personnes, la musique même du début du XXe siècle, qui est de la musique déjà lointaine, qui n'est loin d'être de la musique contemporaine, paraît complètement incroyable ou déjà tellement moderne, etc. C'est un sujet aussi très important, parce que je crois qu'une société qui est trop éloignée de sa création et de ses créateurs, c'est une société qui va mal. Donc, c'est-à-dire qu'en même temps, il faut réconcilier les publics, c'est-à-dire qu'il faut effectivement, je pense, comprendre qu'on a besoin d'être ensemble, que le fondement, que la base de la musique, c'est l'échange, la communication, à la fois, je pense, peut-être au tout départ avec le spirituel, en tout cas entre nous, et puis après, essayer de voir les différentes solutions, comment présenter les compositeurs. C'est vrai que concrètement pour le Festival de Prades, c'est pour ça que j'ai imaginé ce club. Le club, là, nous sommes dans les jardins du Château Pams, où après le grand concert d'ouverture ce soir à l'abbaye de Couchat à 19h30, nous aurons la première version de ce club, c'est-à-dire de musique after. Là aussi, l'idée, c'est de casser un peu les barrières entre les publics, avec un concert avec Louise Jalude autour de la Piazzolla, et puis il y aura des concerts de jazz, jusqu'à la musique électronique. Alors au début, bien sûr, dans un grand festival classique, on me regarde en me disant « mais s'il vous plaît, mais qu'est-ce que vous faites ? Êtes-vous sûr de vous ?» Mais oui, je suis sûr, parce que d'abord, moi-même, comme musicien, j'aime la bonne musique. Et la bonne musique, elle n'est pas isolée, ce n'est pas un genre musical. La bonne musique, elle est large, il y en a dans toutes les esthétiques. Et puis finalement, toute la bonne musique vient du même endroit, j'allais dire. Donc je veux dire, tous les compositeurs se sont inspirés de la musique primaire, la musique primitive. Les grands compositeurs l'ont écrite, comme si on écoute le Sac du printemps de Stravinsky, qui a fait un tel scandale en 1913, et que moi j'ai eu la chance de me retrouver en Afrique assistant à des cérémonies bouddhistes, on comprend ce qu'il a écrit. Voilà, c'est tout simplement de façon savante, on écrit la musique traditionnelle, la musique de tradition orale. Donc finalement, je pense qu'effectivement, ces batailles entre ces mondes doivent être stoppées et trouver les moyens de réconciliation entre tous ces genres. Mais vous faites le lien, parce qu'on parle bataille, parfois d'incompréhension. Est-ce que vous pensez, Françoise Benavoux, qui est experte quand même en économie, que la culture et l'économie étaient fâchées ? Est-ce que vous pensez qu'il y a un besoin de réconciliation, ou bien finalement, les grands mécènes, il y en a toujours eu dans l'histoire. On peut penser à François Ier. C'est pas nouveau finalement le mécénat. Oui, alors les relations économie-culture, c'est souvent chien et chat, mais en même temps, on voit bien, d'ailleurs, nous sommes là et nous sommes sans doute écoutés par des internautes, et je crois que le sujet maintenant, il est dans les esprits. Et il faut faire très attention en même temps, parce que quelquefois, on a l'effet inverse, du coup. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire qu'on va investir dans la culture pour relancer l'économie. L'investissement culturel va sans doute aider à la relance avec d'autres efforts économiques. Il va bien au-delà de ce qu'il est, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il peut avoir des effets sur la société, des effets qui permettent ensuite que la relance soit efficace, d'ailleurs, parce que quand on vit mieux ensemble, grâce à la culture, eh bien, l'économie se porte mieux. Mais en même temps, il faut faire très attention à ne pas s'imaginer que l'on va systématiquement devoir, démontrer l'importance économique d'un lieu pour investir dedans. Je vais vous donner un exemple très concret. Une bibliothèque municipale, en termes économiques, ça ne crée pas beaucoup d'emplois,
C'est fondamental. C'est un lieu, bien entendu, où on se retrouve. Bon, ça va de soi, il y a des livres, etc. Pour ça, je n'insiste pas là-dessus. Mais ça va bien au-delà. Il y a des gens, par exemple, qui n'ont pas d'ordinateur, qui cherchent un boulot, qui vont aller là, etc. Donc, une bibliothèque municipale, c'est absolument essentiel. Hein. Et pour autant, en termes économiques, ça représente assez peu, en tous les cas directement et à court terme. Donc je crois qu'il faut avoir une vision très prospective, très globale, et s'apercevoir qu'il y a des événements qui vont être très créateurs de retombées économiques, d'autres moins, des lieux qui vont être très créateurs de retombées économiques. Le Louvre, par exemple, c'est une évidence. Hein, tout nouveau visiteur étranger qui vient en France va au Louvre. Hein, au moins primo-visiteur, au moins la première fois, si ce n'est à chaque fois. Mais il y a des lieux qui méritent d'être soutenus, même si les retombées économiques ne sont pas immédiates. Il y a des effets d'identité, et je vous donne un dernier exemple. Prenez par exemple dans le 93, vous évoquiez tout à l'heure Saint-Denis ou Aubervilliers, etc. Vous pouvez avoir par exemple un théâtre où les gens, peut-être les jeunes, oui, parce qu'il y a les écoles, mais où les gens n'iront pas nécessairement, les gens qui habitent là, les habitants du coin. Mais ils y tiennent quand même beaucoup à leur théâtre, parce qu'ils représentent quelque chose, il est sur leur passage, c'est un facteur de fierté, et peut-être un jour, ils iront. C'est quelque chose qui se mesure d'ailleurs en économie, et qui justifie l'investissement public. Un jour, peut-être, ils iront. Ce qu'on appelle en économie des demandes d'options, d'existence. Voilà, je veux que ce théâtre existe, même si je n'y mets pas tout de suite, même si je crois qu'il n'est pas pour moi. Et puis voilà, c'est le début d'une histoire. Et ça rassure. Il y a quelque chose de rassurant dans vos mots. Là, on parle un peu, peut-être plutôt d'un côté art. L'art peut-être rassure beaucoup. En tous les cas, ce que je retiens, c'est que la culture, évidemment, ne sauvera pas toute seule l'économie, mais c'est un outil fondamental. L'art rassure. Je crois que Caroline, vous n'allez pas nous contredire sur l'art qui rassure, bien au contraire. Et puis, vous avez pu voir, vous, avec Un été en France, on en a parlé en préparant cette émission, du succès incroyable. C'est-à-dire qu'effectivement, on est content que ça existe. Et puis maintenant, vous avez un public, vous avez pu le constater par vous-même, un public auquel on ne s'attendait pas. Et c'est là où on parle d'une image qu'on est en train un peu de défricher, de rajeunir, c'est peut-être pas ça, mais le monde change, donc forcément, tout change. Et vous avez pu constater qu'il y avait un public qui venait voir les concerts d'Un été en France, qui n'était pas forcément le public habituel. Et je voulais juste, je me permets une petite réaction, rebondir sur ce que disait Françoise sur justement, en fait, le rôle du mécénat, c'est justement qu'il n'y ait pas de retour sur investissement. On n'est pas dans un investissement qui va, quand je fais de la pub, je regarde effectivement combien ça va me rapporter de points d'image. Mais effectivement, je pense que ce qui est important, et il faut qu'on arrive à garder des mécènes privés dynamiques post-crise, et là vraiment, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est que, et c'est compliqué dans une entreprise quelquefois de dire qu'il faut investir, qu'il faut donner effectivement de l'argent de façon non intéressée. Et à la fois, ce qu'il faut aussi dire, et ça c'est normal et c'est la vie économique, c'est que évidemment qu'il y a des effets positifs pour l'entreprise. Et ça, ça fait partie des choses extrêmement intéressantes, que ce soit pour l'engagement des collaborateurs, que ce soit même pour l'image de l'entreprise, évidemment. Mais c'est ça qui fera qu'on continuera à avoir effectivement un mécénat de qualité en France. Alors oui, effectivement sur le public qu'on voit sur Un été en France, mais je pense que sur l'ensemble des festivals aujourd'hui, je trouve qu'on a quand même un rajeunissement de la population. Mais encore une fois, c'est pas forcément seulement un problème d'âge. Je pense que c'est vraiment qu'on arrive à attirer des gens qui, encore une fois, ne venaient pas forcément et qui ont découvert, et je le dis parce que pendant la crise, beaucoup d'artistes ont utilisé les réseaux sociaux comme un moyen aussi de diffusion de cette musique. Et je pense que beaucoup ont découvert effectivement que cette musique, elle était abordable. Et ce que j'ai trouvé assez incroyable dans le dernier concert que j'ai vu, c'est qu'on avait une première partie dans laquelle on avait du Ravel, du Debussy et du Messiaen. Autant vous dire qu'on n'est pas sur de la musique facile, d'accord ? On est sur des choses
compliqué. Un Messiaen, je suis désolée, c'est ardu, c'est pas facile pour tout le monde. 45 minutes, ces jeunes ont joué et ils ont décidé qu'ils allaient jouer ça. Les gens étaient, et franchement, la plupart des gens qui étaient dans ce parc n'étaient pas des mélomanes. Mais cette force, cette capacité d'écoute, parce que quelque part, ils avaient envie d'être là, et ensuite ce mélange avec du Legrand et d'autres types de musique et du John Williams dans le même concert que du Debussy et du Ravel, c'est ça qui, pour moi, va faire que les gens vont avoir la capacité à écouter et finalement s'adapter à une musique pas très facile, mais parce que quelque part, on mixe effectivement l'ensemble de ces... Et là encore, je reviens sur le décloisonnement, et si on n'arrive pas à admettre que c'est ça qui va faire qu'on va effectivement démocratiser, je pense qu'on va avoir du mal effectivement à diffuser cette musique pour le plus grand nombre. On est dans l'intérêt général. Est-ce que c'est difficile de trouver des mécènes, Pierre? Soyons francs. Soyons francs. En tout cas, c'est beaucoup d'énergie. C'est effectivement toujours un challenge d'aller voir un chef d'entreprise en lui expliquant qu'on a besoin de lui, que c'est important. Mais je peux vous dire qu'après cette bataille d'un an et demi pour ce festival, nous avons réussi à trouver des gens exceptionnels, que ça soit au niveau local du territoire, parce que ça aussi c'est important. Je pense que pour qu'un festival fonctionne, il faut un mélange astucieux entre des entreprises nationales qui viennent nous soutenir de façon plus importante et des entreprises locales qui, avec leur capacité, sont aussi investies dans le projet. Et je pense qu'aussi, on parlait de rencontres entre musiciens, entre jeunes, entre les entreprises aussi, ça crée un mouvement, je pense, qui est très positif. Donc voilà, moi, ça m'a toujours passionné de rencontrer finalement des gens, parce qu'on a l'image souvent d'un musicien isolé dans son monde de musique, ce qu'on doit faire régulièrement, chaque jour. Parfois, il est 4 heures du matin quand ça m'arrive pour avoir ce moment seul avec ma partition et mon univers, mais aller vers les autres, s'intéresser. On ne peut pas faire de concerts sans avoir des préoccupations économiques. On ne peut pas aider ces jeunes sans penser comment on va l'organiser. Donc ça fait partie de cette démarche et je trouve ça passionnant de rencontrer des gens qui tout d'un coup vous suivent, vous disent votre projet me plaît et nous allons vous soutenir. Et avec justement la collaboration avec vous, avec la Tribune, avec un grand journal économique pour parler de ces sujets, c'est quelque chose qui est très positif. Oui. Vous rencontrez beaucoup les entreprises aussi, Françoise. Oui. Comment elles ont vécu la crise là? Est-ce que vous avez senti un recul du mécénat ou peut-être l'inverse? Pour ce que j'en sais, ça reste évidemment, c'est pas une étude scientifique, hein, c'est vraiment pour ce que j'en sais. J'ai l'impression qu'il y a eu énormément de fidélité, de soutien. C'est-à-dire que ça démontre une chose, c'est que le mécénat, pour avoir un sens, s'inscrit dans la durée. Ça n'a pas grand sens pour une entreprise de faire quelque chose one shot, hein, c'est-à-dire de soutenir un événement et puis après de s'en aller. Hein. Je crois que je parle sous le contrôle de ceux qui le pratiquent, mais ça me semble assez évident que c'est dans cette relation de fidélité, dans la construction, je dirais, d'une culture commune, d'une certaine manière, que la relation entre une entreprise et un lieu culturel, un événement, un créateur, etc., se fait. Alors, j'aurais aimé redonner la parole à Caroline Guillemin, mais je ne la vois plus à l'écran. Alors, je ne sais pas si nous avons eu un problème technique ou si Caroline est encore avec nous. Caroline est encore avec nous, ça y est, je revois Caroline. Donc, j'aimerais justement que vous rebondissiez parce que, effectivement, vous n'avez pas abandonné les partenaires que vous aidiez, vous n'avez pas abandonné les ensembles, les jeunes créateurs, les jeunes talents, les enfants. C'est inconcevable, finalement, quand on est mécène. Oui, c'est vrai, et ce que disait Françoise est évidemment tout à fait vrai. Un mécénat, c'est dans la durée. Ça n'a aucun sens de faire effectivement une approche année par année. Nous, ça fait 30 ans. C'est vrai qu'au moment de la crise, on n'a pas quasiment, d'ailleurs, on a doublé notre investissement. On a investi 5 millions d'euros sur l'année. On est allé très loin. Les cadres de l'entreprise ont renoncé à une partie de leurs variables pour le donner à des associations solidaires et à des associations musicales. Donc, mais ce que vous disiez, Pierre, également, me parle beaucoup. En fait, le mécénat, c'est des rencontres.
C'est beaucoup de rencontres, c'est des belles rencontres en fait. C'est des belles rencontres. Je parlais de François Xavier, mais c'est tous nos partenaires. En fait, nous, notre mécénat, on ne peut pas l'envisager comme étant juste du financier. Ça ne nous intéresse pas. En fait, juste faire un chèque, c'est pas dans notre ADN. Par contre, à partir du moment où on est dans un mécénat, on intègre nos collaborateurs, on réfléchit à des projets communs. Playing, c'est une idée entre François Xavier et puis l'entreprise. Un été en France, deuxième version, c'est Gauthier avec moi. Et en fait, c'est ça qui fait la force de ce mécénat et qui fait qu'on sera complètement fidèle en fait. Hein. C'est et très puis beau. Le dernier point que je pense que c'est peut-être là qu'il faut utiliser l'après-crise pour repenser en fait tout ce mécénat. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose. La crise, ça a été quelque chose de terrible pour beaucoup d'entre nous, mais c'est aussi une formidable opportunité de repenser vraiment pour nos jeunes et avec nos jeunes en fait ce que pourrait être le mécène de demain et en particulier le mécène privé qui n'est pas assez développé en fait en France. Mais Valérie, si je peux me permettre, juste parce que ça me passionne, parce que je trouve au contraire que ce que vous dites sur cet échange humain, cette rencontre dont on est en train de parler, dont vous parliez tout à l'heure dans votre projet entre les amateurs de l'entreprise qui rencontrent des professionnels qui vivent ce moment et tout d'un coup qui se rendent compte qu'on peut partager des choses très fortes et qu'on n'est pas un banquier froid d'un côté. C'est vrai que du côté aussi parfois des artistes, il y a cette... approcher une grande entreprise avec rentrer dans une case avant de pouvoir tout simplement avoir une rencontre. Et c'est ça qui est peut-être le plus difficile quand, Valérie, vous me demandiez la rencontre avec les entreprises au départ, quand tout d'un coup on a la chance d'avoir la rencontre et qu'on peut vraiment exprimer notre vision, notre souhait, comment on voit les choses, c'est là que quelque chose peut se passer et c'est là que c'est formidable. Et dans ce sens-là, je pense que c'est très très important d'avoir l'occasion d'échanger vraiment, pas seulement derrière un ordinateur et pour essayer de rentrer dans une case, mais pouvoir échanger, avoir une vraie vision. Mais peut-être qu'on assiste à une vraie rencontre en direct, parce que vous ne connaissez pas. Donc, en tous les cas, je vous le souhaite à tous les deux. Avec grand plaisir. Avec plaisir Vous vous retrouverez plus tard. Françoise Benhamou, parce qu'on arrive bientôt à la fin de ce premier plateau, est-ce que vous pensez que la crise va modifier les comportements ? Est-ce qu'il va y avoir plus de mécénat, moins pareil ? C'est des questions qu'on se pose sur beaucoup de secteurs. Hein. Est-ce que la crise va changer quelque chose dans nos comportements ? Oui, certainement beaucoup de choses. Prenons un exemple, et on verra après le mécénat, mais par exemple, la crise risque de transformer le travail, avec l'importance du télétravail. Transformer le travail, ça veut dire transformer éventuellement le logement, faire qu'il y a des migrations vers des villes moyennes peut-être, et de gens qui sont habitués à consommer de la culture, et qui donc vont peut-être être de ce fait des espèces de leviers pour que l'offre culturelle se redéploie de manière un petit peu différente. Donc il peut se passer des choses très fortes. Deuxième élément, on peut prendre l'exemple aussi du numérique. Le numérique a eu une importance extrêmement grande, y compris dans les secteurs culturels, pendant toute la période de la Covid. Ça a accéléré des tendances qui existaient déjà, avec des modèles économiques qui sont sans doute encore à trouver, mais il s'est là aussi passé quelque chose. Le numérique, d'une certaine manière, il repousse encore les murs de la salle et il permet de regarder un concert, d'écouter un concert qui a lieu à Chicago, je ne sais trop où, depuis sa banlieue. Voilà, donc ça change énormément de choses et tout cela, on va le voir dans le long terme. Il faudra en faire quelque chose de vertueux parce que tout est possible. Hein. Ça peut être moins bien, ça peut être mieux. Caroline, avant qu'on ne se quitte, est-ce que vous auriez un message à faire passer à nos viewers, aux futurs mécènes, aux artistes aussi, parce que c'est le lien. En fait, ce que je retiens de notre belle conversation à tous, c'est que la culture, le mécénat, c'est avant tout une histoire de rencontres d'hommes et de femmes qui sont habités par une même passion, celle de la transmission, celle de l'art et celle, en fait, de faire du bien aussi aux autres. Enfin, c'est le sentiment que vous m'avez donné tous ensemble. Oui, moi, ce que j'espère, c'est que ce monde d'après-crise, on en a beaucoup parlé, je ne suis pas sûre qu'il va être fondamentalement différent, mais à minima, j'espère qu'on prendra ça comme une opportunité pour vraiment aller accélérer un tout petit peu, encore une fois, ce cloisonnement qu'on a entre les mondes, le privé, le public, les artistes, les non-artistes, la bonne musique, la mauvaise musique. Je pense que tout ça, ça doit vraiment être décloisonné. Et puis, j'espère juste que
la culture permettra aux gens qui ont envie de faire bouger les choses de pouvoir s'exprimer beaucoup plus. Parce que je trouve, et la crise l'a montré, il n'y a pas forcément une cohésion, une dynamique. Et là, je pense qu'on a cette opportunité d'avoir des gens comme vous tous qui avez envie de faire bouger. Et je pense que les mécènes seront derrière vous. Bah, c'est une bonne nouvelle, Pierre. Bonne Pierre, nouvelle. on est vraiment sur la fin de la séquence. Et puis, vous jouez ce soir, hein, le Tout à premier fait, concert. je vais, Donc, exactement, avec joie. un message à nous faire passer? Juste que je suis tellement heureux de pouvoir être là avec vous, d'avoir réussi tous ensemble à organiser ces rencontres, ces premières rencontres de la culture, d'avoir ces échanges ouverts, simples, sur ces problématiques et sur toute cette richesse de tous les projets que nous avons à créer ensemble. Donc merci et à ce soir, 19h30. Nous y serons tous ensemble. Mille merci, très sincèrement, pour votre franc-parler, votre honnêteté. Ça laisse beaucoup d'espoir pour la suite, pour la culture, pour l'art en général. On va accueillir sur un deuxième plateau maintenant d'autres mécènes. Attendez quelques instants. C'est toujours la même histoire quand on est en direct. C'est ce que j'adore parce qu'au moins c'est vivant. Le deuxième plateau, oui, je vous disais que nous allons accueillir d'autres mécènes, un mécène institutionnel, un mécène privé, et puis un spécialiste qui va nous parler de mécénat parce que la musique, ça a quelque chose d'un petit peu éphémère, invisible, et nous allons discuter de tout ça ensemble. Mille merci et Merci Valérie. j'accueille mes prochains invités.